Thomas Silver Jr., dit Tommy, naît dans l'une des familles les plus privilégiées de New York. Son père, Thomas Sr., est un financier de renom, fondateur du hedge fund Winscott Capital. Sa mère Shaylee est elle aussi issue d'un milieu fortuné. Tommy grandit d'abord à Tuxedo Park, une enclave huppée de la banlieue new-yorkaise, avant de s'installer dans un appartement cossu de Park Avenue, puis dans une maison de l'Upper East Side. Il bénéficie d'une éducation d'élite. Brillant élève au Buckley School, il intègre ensuite la prestigieuse Deerfield Academy, où ses bulletins le décrivent comme un modèle exemplaire pour nos jeunes élèves. Dans ce cadre, il excelle dans tout ce qu'il entreprend. Football, basketball, baseball, et se distingue tout autant à l'école. Mathématicien hors pair, bilingue en mandarin, doté d'un QI remarquable. À la sortie de Deerfield, Tommy est perçu par son entourage comme un bel homme, élancé, 1m90, blanc aux yeux bleus, toujours impeccablement habillé. Il suit ensuite la voie familiale et intègre Princeton, promotion 2009, où il obtient son diplôme en économie avec mention. De l'extérieur, c'est le portrait parfait du fils prodige. On le voit dans les pages mondaines de Manhattan, escortant de jeunes filles lors de galas. Il fréquente même l'école de ballet de New York. Tout respire la réussite, tout semble à sa place. Mais derrière cette façade impeccable, quelque chose se fissure. De nombreuses sources, amis, familles, médecins, rapportent que Tommy souffre depuis plusieurs années d'anxiété sociale, de dépression profonde et de troubles obsessionnels compulsifs sévères. Selon les experts psychiatriques entendus lors du procès, il présente un tableau clinique complexe, TOC sévère, troubles dépressifs majeurs, paranoïa chronique et par moments des convictions délirantes. Il est notamment persuadé que l'émission Saturday Night Live se moque de lui personnellement. Sa mère confiera plus tard que les premiers signes étaient presque imperceptibles. Une fatigue inhabituelle, un retrait progressif, un silence qui s'installe. Elle pense d'abord à l'épuisement, à la pression académique, à une phase passagère. Mais son père, lui, perçoit autre chose, quelque chose de plus profond. Les premiers signes concrets apparaissent sous la forme de comportements obsessionnels, une peur des germes, une méfiance irrationnelle envers certains objets, puis une idée fixe, la contamination. Certains objets deviennent contaminés, puis des pièces entières, puis finalement tout l'appartement familial. Le réel commence à se déformer. À mesure que Tommy avance vers l'âge adulte, la situation s'aggrave et paradoxalement, elle devient plus difficile à contenir. Car à 18 ans, il est légalement majeur. Ses parents ne peuvent plus décider à sa place. Ils tentent de l'aider, de l'orienter vers un suivi psychiatrique, mais il résiste. Lorsqu'il accepte finalement de consulter, la recommandation est sans appel. Hospitalisation immédiate. Mais là encore, il refuse. Sa mère décrit ce moment comme une bascule terrible. Celui où un parent réalise qu'il ne peut plus vraiment protéger son enfant. À Princeton, la situation empire. Tommy commence à consommer des drogues, marijuana, hallucinogènes, LSD. Sa mère parle de self-medication, une tentative désespérée de calmer un esprit qui lui échappe. Il devient instable, erratique. Par moments, il semble fonctionner normalement, presque brillamment. À d'autres, il dérive complètement. Comme lorsqu'il se retrouve seul, dans une chambre d'hôtel en Caroline du Sud, coupé du monde entier, ne parlant qu'à des inconnus. Ce qui rend son cas particulièrement troublant, c'est sa capacité à masquer ses troubles. Grand, élégant, charismatique, toujours bien habillé, il correspond parfaitement à l'image du jeune homme accompli. Un avocat dira plus tard, il s'en sortait bien, il jouait le jeu. Et c'est précisément ce qui complique tout. Car le système judiciaire, comme le système médical, repose sur des signes visibles, mesurables, immédiats. Et Tommy ne ressemble pas à l'image classique de la dangerosité. Pourtant, des signaux alarmants existent. Un ami proche obtient une ordonnance restrictive contre lui après une altercation violente. Un incendie ravage une maison dans les Hamptons. Tommy est le principal suspect, mais aucune charge formelle n'est retenue. Encore une fois, rien ne s'ancre juridiquement, rien ne déclenche une intervention durable. Cette fragilité psychique, longtemps niée, longtemps ignorée, est le piège invisible dissimulé derrière l'image du Golden Boy new-yorkais. Après Princeton, la grande carrière tarde à se concrétiser. Faute de succès professionnel, Tommy affirme vouloir créer son propre fonds d'investissement
et dépose même une demande d'enregistrement auprès des autorités du marché. Mais la réalité est bien moins glorieuse. Il échoue à 2 reprises à l'examen CFA de niveau 2. Il enchaîne les petits boulots, barman, moniteur de surf pour enfants. Pas de poste stable, pas de revenus suffisants. C'est son père qui finance son quotidien. Winscott Capital règle son loyer à Manhattan, son 4x4 Jeep, ses abonnements sportifs, son train de vie. Chaque semaine, Thomas Senior lui verse une allocation de $1000. Mais vers la fin de l'année 2014, la situation change. Le fonds Winscott commence à traverser des difficultés. Les actifs sous gestion chutent. Thomas Senior décide alors d'agir. Il réduit progressivement l'allocation de son fils, dans l'espoir de le pousser à se prendre en main. D'abord légèrement, puis brutalement. En décembre 2014, les $1000 hebdomadaires tombent à 300. Officiellement, cette mesure vise à motiver Tommy à trouver un vrai travail, mais pour le jeune homme, c'est un coup de massue. Au sein du foyer Gilbert, ces réductions alimentent la tension. Shaylee dira lors du procès qu'elle et son mari avaient pris cette décision dans l'espoir de forcer Tommy à chercher de l'aide psychiatrique. Mais les discussions tournent à l'aigre. Dans les dernières semaines de 2014, les affrontements entre Tommy et son père deviennent récurrents, parfois violents dans les mots. La plupart du temps, la famille parvient à éviter l'escalade jusqu'au dimanche 4 janvier 2015. Ce jour-là, Manhattan est calme. Thomas Gilbert Sr. rentre vers 15 heures de son club sportif, détendu après 2 parties de tennis au River Club. Il vient de fêter discrètement ses 70 ans 3 jours plus tôt. Dans son appartement luxueux de Beekman Place, côté East Side, le financier s'allonge sur son lit et regarde un match de football à la télévision. Dans le salon, sa femme Shaylee, 65 ans, est installée devant son ordinateur. Vers 15h15, on sonne à la porte. Shaylee n'attend personne. Le concierge n'a rien annoncé. Elle l'ouvre et découvre son fils Tommy, debout sur le seuil. Il porte un sweat à capuche sombre et tient un grand sac de sport en toile. Cela fait 5 mois qu'elle ne l'a pas vu. Elle dira « Il m'a dit que c'était très important, qu'il voulait parler à son père de certaines affaires. » Elle s'efface et le laisse entrer, espérant secrètement que cette visite annonce un rapprochement entre Tommy et son père. Mais l'entretien tourne rapidement au malaise. Tommy demande d'abord des nouvelles. Puis, comme s'il cherchait à isoler son père, il réclame un sandwich et une bouteille de coca. Il demande à sa mère d'aller les chercher et de revenir dans 1 heure. Shaylee propose de préparer elle-même le goûter, mais Tommy insiste. Il veut qu'elle sorte. En enfilant ses chaussures, elle jette un dernier regard à son fils. Une pensée fugace lui traverse l'esprit. Je n'aime pas les pulls à capuche. Et ils sont un peu inquiétants. Elle balaie cette pensée et part faire les courses, avec un mauvais pressentiment dans le dos. À peine dehors, Shaylee se sent envahie par une angoisse qu'elle ne parvient pas à expliquer. L'idée de laisser son mari seul avec Tommy l'arrange. Elle fait demi-tour. Devant la porte de l'appartement, elle hésite. Elle n'ose pas rentrer. Elle colle l'oreille contre le bois. Silence. Aucun bruit de voix. Rien. Son cœur s'emballe. Elle fait les 100 pas dans le couloir, cherchant ses mots. Puis la peur l'emporte. Elle insère sa clé dans la serrure. Shaylee pénètre dans l'appartement. Dans le salon, rien n'est dérangé. La télévision est encore allumée. Un journal est abandonné sur la table. Mais en traversant le couloir menant à la chambre principale, un détail l'arrête net. Du sang frais sur le parquet. Elle pousse la porte de la chambre. Thomas Senior est étendu sur le dos, immobile, le regard fixé au plafond. Une large flaque rouge sombre s'étale autour de sa tête. Un pistolet semi-automatique calibre 40 a été glissé dans sa main gauche, posé sur sa poitrine. Shaylee recule, puis se précipite vers le lit. Son mari est mort. La chambre est étrangement ordonnée. Aucun signe de lutte, et Tommy a disparu. Un seul cri monte de sa gorge, brisant le silence. « Mon Dieu, non !» Elle dira plus tard, « Ma première pensée était « Oh Tommy, tu es bien plus malade que nous le pensions. » Shaylee compose le 911, les mains tremblantes. Sur l'enregistrement, on entend presque chuchoter. « Mon mari a été blessé par balle. » Puis, dans un souffle, « Par quelqu'un, je crois, mon fils. » L'opératrice insiste. « Madame, qui a fait ça ?» Et Shaylee répond, avec une lucidité déchirante. « C'est mon fils qui est malade. Mais je ne pensais pas qu'il en était arrivé là. » Ces mots,
l'aveu improvisé d'une mère brisée, seront présentés au procès comme une preuve tragiquement éloquente. Les secours et la police investissent l'appartement en quelques minutes. Les premières constatations médico-légales sont sans équivoque. Une blessure par balle à la tête. Le pistolet placé dans la main gauche du défunt, une mise en scène grossière pour simuler un suicide, ne porte aucune trace de poudre sur la pomme. Plusieurs empreintes non identifiées y sont relevées. L'absence totale de lutte et la position détendue du corps indiquent clairement un meurtre prémédité. Lors de son audition, Shaylee révèle que l'arme est un Glock calibre 40 et qu'elle appartient à son fils. Tommy lui avait confié l'avoir acheté plusieurs mois auparavant, sans jamais lui en expliquer la raison. Les enquêteurs remontent rapidement la piste. Les caméras de surveillance de l'immeuble captent un individu portant un sweat à capuche identique à celui de Tommy, quittant les lieux vers 15h50, moins de 15 minutes après avoir envoyé sa mère acheter un coca. Son sac de sport contient des munitions et des vêtements sombres imprégnés d'odeur de poudre. Les relevés téléphoniques situent son appareil à proximité de l'immeuble au moment du meurtre. Le lendemain matin, Thomas Gilbert Jr. est arrêté à son domicile de l'Upper East Side. Un arsenal est saisi, pistolets, viseurs, chargeurs, ainsi que ses appareils électroniques. 4 ans passent. En juin 2019, Thomas Gilbert Jr. comparaît devant la Cour suprême de Manhattan. Le dossier de l'accusation est lourd. Reconstitution de scène, aveu indirect de la mère, ADN, images de vidéosurveillance. L'assistant du procureur, Craig Ortner, est direct dans son réquisitoire. Ce n'est pas un enfant. Ce prévenu ne voulait pas grandir. Quand son père a essayé de le pousser vers l'âge adulte, en coupant son argent, il a commis la plus grande crise de rage de sa vie. Il dépeint un fils gâté, consumé par la colère, face à la perte de ses $1000 hebdomadaires. Un homme passé à l'acte par pure rage. La défense, menée par Arnold Levine, tente de faire valoir l'état mental de son client. À la barre, Shaylee confirme les souffrances psychologiques de son fils depuis des années. Des psychiatres et d'anciens professeurs dressent le portrait d'un homme atteint de troubles sévères, maniaco-dépressif, paranoïaque, incapable par moments de distinguer le réel du délire. Des enregistrements privés illustrent ses obsessions. Levine plaide. Tommy n'a pas sa place en prison. Il doit être soigné, mais les jurés voient les choses autrement. L'ancienne compagne de Tommy, Brianna Reisner, témoigne qu'il était effrayé et bouleversé la veille du meurtre, en apprenant la réduction de son allocation. Pour les jurés, ce n'est pas le signe d'une maladie mentale, c'est un mobile. Et puis, il y a la canette de coca. Tommy savait que sa mère n'en avait jamais à la maison. Il l'a envoyé en acheter une exprès. La jurée, Kimmy Lee, dira que c'est ce détail précis qui a fait basculer sa décision. C'est la canette de coca qui m'a convaincu. Ça montrait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Le juré numéro 10 est plus lapidaire. C'était une histoire d'argent, c'est tout. Il a tiré dans le dos de son père. Le 28 juin 2019, le verdict tombe. Thomas Gilbert Jr. est déclaré coupable de meurtre au second degré et de 2 chefs de possession illégale d'armes. Lorsque le verdict est prononcé, son visage reste impassible. Le 3 octobre 2019, la juge Melissa Jackson prononce la sentence. 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Son avocat répète à la sortie que son client devrait être hospitalisé, pas incarcéré. Shaylee quitte la salle en larmes. « Il n'y a pas de peine assez forte pour ça, dit-elle. Puis, dans un dernier souffle, aucune famille ne devrait jamais avoir à traverser ça. Jamais.